qui est revenu dans ce club. Chacun des blessés, c'est un peu le match qu'on rêvait d'avoir la saison dernière en Ligue des Champions, qu'on n'a pas eu entre les deux meilleures équipes sur le papier. Ça revient là, dès la deuxième journée, avec des effectifs décimés. Comment vous la voyez, cette confrontation ? Ça va être un bon match. On va voir le plus important, c'est les 2 derniers mois dans le Money Time, en fait. Là, aujourd'hui, on sait que Paris, l'année dernière, ils ont failli ne pas passer. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc, on est content, on va voir un bon match. Mais le plus important, c'est... Ce qui est bien, c'est qu'ils vont pas devoir jouer leur vie sur ce match-là. Oui. Donc, forcément... Ça vient suffisamment tôt pour que... Quand on voit la nouvelle formule de la Ligue des Champions, ça permet aussi de se mettre moins de pression sur des gros matchs comme ça avec autant de blessés. C'est un classique, hein, Barça-PSG désormais. Hein. Oui, alors c'est pas une surprise, mais c'est vrai que c'est l'adversaire, le Barça, que le PSG a le plus souvent affronté dans son histoire sous QSI. Donc depuis 2011, 12 fois. Derrière, on voit le Real et le Bayern que le PSG a joué 9 fois. Et si on regarde le bilan lors de ces confrontations entre le PSG et le Barça, légèrement à l'avantage du Barça, 5 victoires à 4, 3 matchs nuls. Ça peut revenir exactement à égalité en cas de succès parisien mercredi. Ousmane Dembélé ne pourra pas exhiber son ballon d'or sous les yeux de Lamine Yamal mercredi. Dembélé, ex-barcelonais, qui a donc été sacré lundi ballon d'or. C'est le 6e Français de l'histoire à obtenir cette distinction et Clément Crépu a suivi cela de très près avec Christophe Kawam. Ousmane, le trade Clément Crépu, Ousmane ballon d'or, c'était un vœu de Luis Enrique avant l'élection et c'est désormais la réalité. Alors on a depuis avant-hier les détails du vote. On rappelle que les représentants de 100 pays participent à ce vote. Oui, et quand on analyse le détail de ces votes, il n'y a pas eu match entre Dembélé et Yamal. C'est un triomphe pour Ousmane Dembélé qui termine assez largement devant l'Espagnol. Il y a 321 points d'écart entre eux. C'est un plébiscite pour Dembélé, placé en tête par 73 des 100 jurés dans le monde entier. Le Français qui est d'ailleurs présent dans le top 5 des 100 votants du Ballon d'Or. Voyons maintenant les autres joueurs qui ont été placés en tête par ces 100 votants. Yamal 11 fois, Vitinha 6 fois, Salah 4 fois, Hakimi 3 fois. Et puis il y a 3 joueurs qui l'ont été une seule fois. Mbappé au Mozambique, ce pays lusophone du sud-est de l'Afrique. En Géorgie, le Ballon d'Or, c'est Kvaratskhelia, le local. Et enfin, le vote le plus surprenant, le plus supporter, c'est en Écosse. Scott McTominay, le milieu écossais, qui a fait une très belle saison avec le Napoli. Non, mais quand on fait les votes, soit tu le fais sérieusement, soit tu le fais pas en vrai. Enfin, c'est quoi ça ? C'est nul. Genre, il y a un Polonais qui a mis Lewandowski ou pas ? Je sais pas. Bah non, sinon il serait pas un ballon d'or, non, sinon il serait cité. Ouais. Ça, c'est assez ridicule. Non, mais il y a eu, je sais, on peut parler aussi des autres, des classements de ceux d'après. Oui. Parce que ça m'intéresse là, j'ai des trucs à dire. Non, mais par exemple, pour moi, Achraf Hakimi, par exemple. Hakimi, qui soit pas dans les 3 premiers, il marque en quart, en demi, en finale. Il a été super important il a été décisif. Il a terminé 6e. C'est vrai que c'est un peu la surprise. Tout le monde le voyait plus haut. Je ne sais pas si c'est du fait de son poste. Je me suis posé la question des latéraux dans les classements. J'ai l'impression qu'en général, ils sont. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais moi, je suis abasourdi par ce classement. Il abuse. Et Cole Palmer, j'ai pas compris. Quand je vois, on a revu Lewandowski qui a encore marqué un but décisif. Il en a marqué 40 l'année dernière. Il est allé en demi-finale de Ligue des Champions. Je sais pas, Cole Palmer, j'ai l'impression qu'il fait un match sur 3. Cole Palmer, c'est pas pour le défendre, mais il a brillé lors de la Coupe du Monde des clubs. Non, mais je veux pas le défendre. Mais elle a été vue dans le monde entier et elle a touché peut-être plus de votants. Par contre, Hakimi, ce qui est peut-être décevant si on regarde le détail des votes, c'est qu'en Afrique, son continent, il n'est que 4e et il n'a pas eu le soutien non plus de tous les votants en Afrique. Est-ce que là, on va dire les concurrences entre pays jouent un rôle parfois sur intercontinent c'est possible. Intracontinent, c'est une grande surprise pour tout le monde que Mohamed Salah soit devant lui. Ça pose question d'ailleurs du Ballon d'Or africain qui pouvait paraître acquis d'avance. C'est pas le cas du tout. En tout cas, je pense qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur sur la saison qu'il a faite. Chacun s'accorde à le dire. Qu'il puisse ne pas l'avoir, c'était compréhensible qu'il soit pas dans les 3. On n'est pas loin du scandale, je trouve. Et en tout cas, le Paris Saint-Germain doit être soulagé parce que vu qu'ils ont tout fait pour le bâillonner et l'empêcher de parler, ça servait pas à grand chose pour qu'à la fin il se termine 6e. Le Ballon d'Or africain, c'est quand ?
Là, c'est dans les prochaines semaines. Donc, on va pour le moment, suivre le résultat n'est pas connu, mais En Hakimi, Afrique, Salah Salah a eu plus de Bah oui. points Si que. on suit la logique, ça veut dire que Salah devrait le remporter. Après, c'est pas le même système de vote. non, mais bon, oui, je sais pas là pour le coup, si vous êtes à sa place, là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus? C'est-à-dire que Ouais, là, j'avoue que. là, je vois pas ce qui est. Je sais pas. Peut-être qu'il fasse entraîneur-joueur, auquel cas, il aura peut-être une chance. C'est de savoir. 8 joueurs du Paris Saint-Germain dans les 20 premiers. Ça, c'est assez logique. Sur une victoire collective, ouais. Oui. C'est logique, mais il y en a certains dont je suis surpris du classement aussi, qui ont été notamment des milieux de terrain, qui se retrouvent très loin. Moi, il y a des choses que j'ai pas compris dans ce vote. Parce que Vitinha est assez haut. Oui, pour moi, il est très loin de, Par exemple, de mémoire. Vitinha, pour moi, il peut pas être devant Hakimi. Et ça, c'est. Hakimi a été beaucoup plus décisif. Non, mais je suis d'accord. Après, c'est des petites subtilités de vote, mais Donc vous contestez beaucoup. Hein, on n'est pas content. Vous êtes content de la victoire de Dembélé, voilà. Et le reste, après, ça se discute. Non, mais après, c'est le principe de ce trophée-là. C'est la vision vue de chacun des pays. C'est sujet à interprétation, et donc c'est très bien. Mais c'est pareil. Pedri, le classement de Pedri, moi, m'étonne énormément aussi. Mais pour moi, ça décrédibilise pas du tout le Ballon d'Or. Et le fait que nous en parlions, c'est génial. Et ce qui quand même compte le plus, c'est le vainqueur, bien évidemment, et le podium. Après, effectivement, de savoir, c'est plutôt la marge. Je veux dire, si celui qui a fini 7e, il aurait dû finir 9e. Bon, c'est un peu moins important, je trouve. Le deuxième français, c'est Kylian Mbappé, classé donc 7e. Très bien classé. Mbappé qui a encore marqué hier, mais alors son Real a été absolument écrasé dans le derby madrilène. C'était le match du week-end, un vrai beau et grand derby hier entre l'Atlético et ce succès 5-2. Ça faisait 75 ans que l'Atlético n'avait pas mis 5 buts au Real dans un derby. Et c'était le premier gros test pour Xabi Alonso. Défensivement, ils ont du souci à se faire. C'est de la faute d'Ancelotti, je pense. J'essaie de comprendre. Ouais, parce que en fin de saison dernière, les joueurs expliquaient que tout était de sa faute, que ça n'avait pas managé, que machin, que truc. Moi, j'ai l'impression qu'il est parti et que tout n'est pas réglé en un coup de baguette magique. On a dit que Ancelotti ne savait pas manager. Oui, non, mais c'est comme d'hab, c'est Bertrand, il nous fait dire des trucs qu'on n'a jamais dit. Mais non, mais je vous dis pas vous. Je dis les joueurs. Il y a eu des fuites dans le vestiaire qui considéraient. Non, mais là, je veux bien. Non, là, je suis sérieux. Là, je suis vraiment sérieux. Certains joueurs disaient, en gros, Ancelotti n'est pas capable de manager avec l'arrivée de Mbappé, etc. Et son départ fera beaucoup de bien. Xabi Alonso réglera tout. Je constate juste que il est parti et tout n'est pas réglé. Et là, c'est une des premières fois de la saison où toutes les stars étaient réunies. Bellingham était de retour ensemble. Et ça a été compliqué. Et au niveau pour faire corps, pour faire équipe, c'est délicat. Donc le rayon de soleil, c'est Mbappé qui est sur une forme incroyable. Pour le reste, il y a du boulot. Je trouve que ça confirme un petit peu les sensations qu'on avait sur leur fragilité défensive et même contre Marseille, justement, oui, ils avaient concédé des on avait occasions, l'impression qu'ils concédaient des occasions sur pas grand-chose. Il y a un déséquilibre en fait. Donc, offensivement, ils sont derrière, ils sont juste. Le même déséquilibre qu'on évoquait la saison dernière, pour le coup, effectivement. Mais oui, et qui pour le moment n'est pas réglé. Au milieu de terrain, le match de Valverde, c'est un Donc on a dit ça l'année dernière. Eh bien, on verra si ce problème est réglé assez tôt, puisque dès mardi, je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec le Real Madrid Ils ont pas un gros en match déplacement à Almaty. Long voyage aux confins de la Chine. 18h15 le Canal Champions Club avec 21h le Marseille-Ajax. Mais auparavant, il y aura eu notez-le bien, hein, c'est en direct sur Canal, le Canal Foot, le Almaty, Real Madrid, 18h45. Et puis mercredi, le Canal Champions Club vous proposera un très long avant-match, 18h55 également pour l'avant-match, à la fois de Barcelone PSG et de Monaco Manchester City. On va se régaler. Encore une très belle semaine. Ouais. Ça va être fantastique. Ah, il est content. Merci. Il est content. Bien sûr. Il est content. Ouais, quand c'est fini, il est content. Toute la semaine, je suis heureux. C'est parfois quand je vous vois que je me crispe, mais sinon, je suis naturellement de bonne humeur. Profiter parce qu'il est content. Eh ben, on vous revoit dès mardi. Le lendemain, mercredi, il y aura 2 grosses affiches qui vont donc impliquer les clubs français. Barça PSG et Monaco Manchester City. Si on se réfère aux performances des 2 clubs ce week-end, il y a de quoi être un peu inquiet pour les Monégasques. Ils jouaient en même temps hier après-midi, Monaco et Manchester City, pendant que l'un coulait à Lorient en Ligue 1, Monaco. Ouais, sachant que la défense monégasque, pour moi, c'est vraiment catastrophique en vrai. Donc, avec encore un carton rouge là. Ils sont décimés au milieu de terrain aussi. Carton rouge très sévère hier. C'était sévère, mais je veux dire, malgré tout, je trouve qu'ils ont une défaillance au niveau de leur défense, alors que Marseille, pour le coup, a bien compris au mercato qu'il fallait renforcer la défense pour la Ligue des Champions. Je trouve que Monaco a raté le coche. Et il y a une hécatombe au milieu parce que tous les milieux sont blessés ou presque à Monaco. Et c'est vrai que si on fait le bilan défensif depuis le début de la saison, Monaco a pris 14 buts en 7 matchs. La moyenne, c'est 2 buts par match encaissés. Et sur ces 7 rencontres, ils n'en ont pas terminé une seule sans encaisser le moindre but. Avant d'évoquer le Barça PSG de mercredi, on va rester quelques instants sur le championnat d'Angleterre.
Drôle de week-end pour les puissants. Défaite de Liverpool, défaite de Manchester United, défaite de Chelsea. C'était un samedi noir hier, effectivement, pour les grands noms de Première Ligue. Déjà pour Liverpool, qui avait tout gagné jusque-là et qui s'est incliné à la 97e minute sur la pelouse de Crystal Palace. 3 duels de la tête perdus dans la surface et Nketiah qui offre ce succès à Crystal Palace, qui est la dernière équipe invaincue en Première Ligue. Manchester United s'enfonce dans la crise, était mené 2-1 à la 76e minute lorsque Bruno Fernandes a raté ce penalty, arrêté surtout par Kelleher. Et derrière, au bout du temps additionnel, Brentford est même allé inscrire un troisième but en contre par Mathias Jensen. Vous le voyez s'afficher. Ça fait 3 défaites après seulement 6 matchs cette saison en Première Ligue pour Manchester United, qui est 15e. Pour Chelsea, tout allait très bien contre Brighton jusqu'à cette 49e minute. La perte de balle d'André Santos, l'ancien Strasbourgeois, qui oblige derrière Chalobah à faire cette faute. Carton rouge pour le défenseur de Chelsea. Et derrière, à 10 contre 11, les Blues ont craqué dans le dernier quart d'heure avec d'abord cette égalisation de Danny Welbeck. La tête est bien accrochée. Hein. Et dans le temps additionnel, Maxime De Kuyper, le Belge, de la tête également, qui va donner la victoire à Brighton. D'ailleurs, Welbeck marquera derrière un troisième but. Qu'est-ce qui se passe en Première Ligue? Crystal Palace en haut, Sunderland. La Première Ligue, c'est le meilleur championnat du monde. C'est que le dernier peut battre le premier et toutes les semaines, on a des surprises. Ouais, c'est pas toujours le cas quand même. Parfois, on voit des cartons, mais là, cette année... Souvent, les équipes de tête se font accrocher. Mais Liverpool, ça leur pendait au nez en vrai, parce que ils ont eu des victoires assez généreuses sur leur début de saison. Et pour revenir à Chelsea, je trouve que pour avoir regardé leur match depuis le début de saison, je trouve qu'ils n'ont pas du tout le statut de champion du monde. Ils l'ont gagné sur le terrain quand même. Non, bien sûr, mais je trouve que leur niveau de jeu est vraiment décevant par rapport à ce qu'ils avaient montré justement à cette finale contre le Paris Saint-Germain. Et on salue Régis Lebris, dont vous parliez tout à l'heure, au Sunderland, qui était 4e hier soir, hein, incroyable, le promu de Sunderland. Alors, Arsenal, cet après-midi, avait la possibilité de remonter la 2e place, déplacement difficile à Newcastle. Et un match très animé entre Newcastle et Arsenal qu'on a pu suivre il y a quelques minutes sur Canal. Arsenal a largement dominé en début de rencontre, a eu les meilleures situations, mais c'est Newcastle qui a ouvert le score sur corner par le géant allemand Nick Woltemade. 1-0 pour Newcastle jusqu'à la 84e minute. Et là encore, un but à la suite d'une belle combinaison sur corner, inscrit par Mikel Merino. Arsenal revenu logiquement dans cette rencontre et qui sur corner, c'est sa spécialité, va même aller chercher la victoire à la 96e minute. C'est Gabriel qui offre ce succès très important aux Gunners. Dans les dernières minutes. Bravo pour le succès, mais c'est pas. Quand est-ce qu'ils font des bons matchs Arsenal où on se régale en vrai? Non mais sérieusement. Il y a toujours un ronchon sur un plateau. Mais non mais c'est pas un ronchon. Mais dites-moi, est-ce que vous vous régalez avant de jouer Arsenal? Franchement, moi, tous les week-ends on va jouer. Ça joue quand même. Franchement, ils ont eu des bonnes occasions aujourd'hui. En Ligue des Champions, le premier match. Ouais, t'es sévère, je trouve. Je regardais Canal Plus Sport parce que les matchs sont très bien. Moi, je regarde tout, mais écoutez, moi, je vois surtout des combinaisons sur coup de pied arrêté. Ça, j'en vois. Et Nicolas Jauvert, c'est super. Mais la réalité, c'est que des buts dans le jeu, des actions construites, le jeu d'Arteta, je le vois rarement. Donc, ils sont peut-être champions d'Angleterre et tant mieux pour eux. Mais écoutez, il y a quelques instants, il y avait encore Robert Pires, c'est-à-dire le Robert Pires d'Arsenal qui jouait de manière merveilleuse et chatouillante avec Wenger. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Donc, Arteta, c'est super, ça gagne. Mais je trouve que c'est emmerdant. Voilà, je suis le seul à le penser, mais je vous le dis. Sur le match du jour, c'est quand même très dur. Aujourd'hui, ça allait, mais c'est vrai que global. Non, pas du tout. Je parle globalement. Enfin, si vous voulez, on peut faire l'analyse de Newcastle Arsenal. Je vous parle d'Arsenal. Globalement, Arteta, il est pas arrivé ce week-end, a priori. Il est arrivé il y a un petit peu. Moi, je trouve qu'il en manque. Mais vous avez le droit de faire le truc. En tout cas, c'est pas le constat du jour. Non, mais c'est le constat. Mais je fais un constat global, Gauthier. Je parle pas de Newcastle Arsenal. Je parle globalement du jeu d'Arsenal. Je dis pas cet Bertrand, on voit après-midi. toujours plus grand et il est pas les yeux rivés. Un match où ça a été le cas qu'après un match où. Mais il se trouve qu'on parle pas d'Arsenal tous les dimanches soirs sur le CFC, mais presque. Bon. Non, mais moi, je suis le premier à le dire. Ah bah alors on est d'accord. Moi, je suis le premier à dire qu'avec Arteta, ils vont pas gagner le titre. Je suis le premier à le dire. Mais moi, je parle du jeu, pas des résultats. Je le dis, et là, aujourd'hui, ils ont bien joué. Ouais. C'est pas ce que je dis, mais bon, faites-moi passer un jeune, si vous voulez. Il a juste pas choisi le bon jour pour parler de cette c'est pas grave. Mon calendrier, je voulais suivre votre calendrier, à quel moment je dois dire si j'aime bien l'Arsenal. Bertrand Latour, vous êtes un peu susceptible. Non, pas du tout, mais vous me dites, vous me faites passer par un uluberlu de dire un truc que tout le monde pense, mais que vous n'osez pas dire. Je défends la juste lutte du camarade Bertrand Latour. Merci Hervé Matou. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est gentil. Tout à fait le droit d'exprimer cette opinion plus globale, moins
quotidien. Oui, je sais que là, il faut pas être à la petite semaine. Voilà, vous n'êtes pas un historien de l'instant, vous êtes un historien qui va plus loin que ça. Pardonnez-moi pour cette intelligence non prévue. Je crois que c'était un moment de télévision. Vraiment. Parce qu'il est arrivé avec plein d'ambition, il a fait croire aux supporters qu'ils allaient rivaliser avec Paris, et à la fin... Non, en fait, il voulait Manchester, c'est ouf ce truc. Il a récupéré Manchester et on voit que les moyens ne suivent pas, donc c'est un peu problématique. Le bilan récent en Coupe d'Europe, c'est vrai qu'il est catastrophique, il a fait du mal à l'image du club peut-être aussi. Oui, il se poursuit, il est implacable ce bilan en Coupe d'Europe. Nice n'a gagné aucun de ses 13 derniers matchs européens. Le club est à vendre, j'imagine que l'aura de la ville, la localisation de la ville rend le projet peut-être attrayant pour les actionnaires. Oui, puis en plus, vu qu'il perd de la valeur chaque fois qu'il joue en Coupe d'Europe, Nice, il va finir par coûter moins cher que ce qu'il aurait pu coûter à un moment donné. Évidemment qu'il a de la valeur, mais après, l'investissement que nécessite un club de foot, c'est pas à la portée de n'importe quelle bourse, et même pas la vôtre, Hervé. Donc, ça se saurait si on trouvait des repreneurs comme ça. Donc, peut-être attendons de voir. Le programme à venir de la Ligue Europa, ce sera dès cette semaine, ce sera jeudi. Ça sera pas plus facile pour Nice qui se déplacera en Turquie à Fenerbahçe. Lille ira visiter le bourreau des Niçois, l'AS Rome, et puis Lyon accueillera Salzbourg. Et enfin, vous voyez que le Racing Club de Strasbourg fera son entrée en Ligue Conférence avec un déplacement au Slovan Bratislava. Ça, c'est donc jeudi, et puis donc mardi, mercredi. Mon cher Bertrand. Avec plaisir. Merci à tous ceux qui travaillent sur cette émission. Le rugby tout de suite, le CRC avant Bayonne-Toulon. Bon rugby, bonne soirée sur Canal 7. Bienvenue à cette analyse, cette exploration des infos qu'on a sur la situation assez tendue, on peut le dire, du Paris Saint-Germain. Le gros match contre Barcelone arrive, là, en Ligue des Champions, mais bon, l'ambiance est un peu plombée par une série de blessures assez incroyables dans l'effectif. Oui, c'est ça. On va regarder ensemble les rapports, les analyses des experts pour essayer de comprendre l'ampleur du truc, chercher un peu les causes, et puis voir les conséquences pour le club, quoi. Simple mauvaise passe ou il y a un problème de fond, c'est un peu ça la question. Effectivement, ce qui ressort des papiers, c'est une inquiétude palpable et qui va au-delà du match lui-même, en fait. C'est l'état physique général de l'équipe et puis la façon dont tout ça est géré qui pose question. Donc, on va regarder les faits, combien d'absents exactement, la nature de ces blessures qui reviennent tout le temps, et puis comment le club essaye de gérer cette tempête. Alors, pour commencer, histoire d'être clair sur l'ampleur du problème, on ne parle pas d'un ou deux gars sur le flanc. Non. Les sources sont à peu près d'accord sur un chiffre qui fait un peu peur. 6, peut-être même 7 joueurs importants qui pourraient rater Barcelone. C'est énorme. Ah oui, c'est considérable. On pense à Dembélé, Marquinhos, bon ça... On le savait plus ou moins, mais ce qui est frappant, c'est que la liste, elle s'allonge. Match après match, il y en a un nouveau. C'est exactement ça, cette régularité, c'est ça qui inquiète. Les analyses insistent là-dessus. Des blessures sérieuses qui arrivent presque à chaque match ces derniers temps. Une retranscription parle de Verratti ou Skriniar. Bon, les noms changent un peu selon la source exacte, mais l'idée, c'est une blessure par match, quoi. C'est ça. On sent une espèce d'appréhension, presque de fatalité, avec la question qui revient, qui est le prochain? Et alors le contraste avec l'année dernière, une source dit « pas une seule blessure notable ». Carrément. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais... Oui, c'est sans doute un peu fort, mais ça montre bien à quel point la situation actuelle est anormale, tu vois. Ah oui, clairement. Certains parlent même d'épidémie dans les commentaires. L'inquiétude monte, c'est logique. Surtout quand on voit que même des joueurs comme Vitinha, d'habitude très fiable, a dû sortir il y a pas longtemps, et Fabien Ruiz, apparemment, il a eu 2 alertes musculaires déjà. Voilà. La nature de ces blessures. Les documents qu'on a lus insistent beaucoup là-dessus. Ah oui. C'est pas principalement des blessures de contact, des coups, des tacles. Non, c'est surtout des problèmes musculaires. Ah. Plusieurs analyses parlent carrément de blessures de fatigue. Et là, ça pointe direct vers une cause plus profonde. Oui. L'épuisement des joueurs, quoi. La fatigue. Oui, c'est le mot qui revient tout le temps. Tous les experts pointent le calendrier infernal. Ah bah oui. L'enchaînement des matchs, championnats, les coupes, la Ligue des Champions, les sélections nationales en plus. Et une source avance même une hypothèse. La Coupe du Monde des clubs, là, qui vient de se jouer, ça aurait pu être le déclencheur. La goutte d'eau, ouais. Voilà. Ajoute à ça l'intensité que demande le coach à chaque entraînement, à chaque match. Les organismes sont mis à rude épreuve. C'est clair. Et c'est là qu'il y a une sorte de perplexité qui ressort des analyses. Parce que malgré tout l'arsenal technologique, médical, les GPS pour suivre les efforts, les prises de sang régulières, les régimes alimentaires hyper contrôlés... Tout est suivi, normalement.
Normalement, oui. Les clubs de ce niveau, ils mettent tout en place pour anticiper, pour prévenir. Mais là, on a l'impression que ça dépasse un peu les capacités habituelles de gestion. L'hypothèse de l'avant-après Coupe du Monde des clubs, elle est vraiment mise en avant. Ah oui. Une longue période sans gros pépins, une source parle de presque 2 ans, ce qui paraît énorme, mais ça souligne le contraste et d'un coup, boum, cette hécatombe potentielle de 7 joueurs. Ce changement brutal, ça interpelle forcément. Et au-delà des chiffres, des causes, comment les joueurs, eux, y vivent ça? Parce que ça doit jouer dans les têtes, j'imagine. Bah oui. Les sources suggèrent qu'il y a une vraie appréhension. Pas forcément la trouille d'aller jouer à Barcelone, mais plus la peur diffuse d'être le prochain sur la liste des blessés. Surtout avec les matchs importants qui arrivent. On peut imaginer que certains jouent peut-être avec une petite retenue, inconsciemment, pour se protéger un peu. Ce qui est un sacré paradoxe. Parce qu'on lit souvent que jouer sur la retenue, ne pas être à 100% libéré dans ses courses, dans ses duels, c'est justement un facteur de risque pour se blesser. Ah oui, c'est vrai. C'est un cercle vicieux potentiel. Donc d'un côté, tu as cette appréhension individuelle et de l'autre, tu as la com du coach. Les analyses décrivent une posture publique forcément rassurante.